consul. Madame la consul d'Espagne en Bretagne, Monsieur Calvez, historien et conseiller municipal de Brest, Monsieur le Président de Mer 29, Monsieur le Président de Mer 29, Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis aujourd'hui très contente de vous accueillir ici et j'espère que ça viendra clore avec qualité et puis de manière agréable aussi et convivialité une semaine que vous aurez consacrée à la mémoire des vôtres, de vos familles, de vos amis. Donc, pour la première fois, le drapeau républicain espagnol flotte sur le fond de Paris. Il y a plus de 15 ans, la situation était naturellement bien différente, puisque des milliers de personnes ont dû se réfugier en France et ont subi, de la part du gouvernement français, un traitement méprisable, tout autant que ça avait été méprisable de la part de l'Espagne franquiste. C'est aujourd'hui l'occasion pour nous de nous rappeler de ces moments, de nous dire qu'à tout moment ça peut se reproduire, l'actualité aujourd'hui, mais il n'y a pas qu'aujourd'hui, il y a des conflits qu'on oublie, il y a des conflits au long cours qui font des malheureux, qui font des déplacés, qui font des tués. Et donc il faut s'en souvenir parce que ce genre de situation d'une population qui se trouve tout d'un coup exilée et dans le malheur, eh bien ça se reproduit tous les ans, actuellement, dans le monde. Alors, je ne vais pas continuer sur son ton parce que aujourd'hui l'espoir est avec nous. Je voulais juste, avant de vous laisser parler, vous montrer le fort de Montbarré, donc que vous avez pu voir, puisque vous y êtes un peu baladé. Donc ce lieu est devenu dès 1984 un lieu de mémoire de la guerre 39-45, créé par les compagnons de la Libération. Donc au fur et à mesure des années, on a appris de plus en plus de choses. Et on complète aussi au fur et à mesure. On a une lacune d'une quinzaine d'années parce que nos anciens ont disparu les uns après les autres et que le flambeau n'a pas été repris toujours au moment où il aurait fallu. Mais on s'efforce de rattraper la chose et de donner à son lieu d'être un lieu de mémoire et d'accueil. Alors, le fort, c'est un fort de la fin du XVIIIe siècle, construit donc sous Louis XVI pour protéger la ville de Brest d'une attaque anglaise. À cette époque-là, nous n'étions pas très amis avec les Anglais, pas non plus avec les Espagnols, c'était pas terrible non plus. Et donc, évidemment, comme on allait soutenir les Américains qui voulaient créer les États-Unis d'Amérique contre l'avis des Anglais, il était urgent de se protéger d'une invasion anglaise. C'était donc le propos de ce fort. Le deuxième temps fort, eh bien, c'est la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il va servir de camp logistique à 300 soldats d'armée allemande. Dans le secteur de Brest, la presqu'île, il y avait 30 000 soldats allemands. Et il y avait un blocpost tous les 200 mètres. Alors de taille plus ou moins grande, vous en avez sûrement parlé pendant cette semaine, mais évidemment, ça nécessitait énormément de main-d'œuvre. Et c'est là où j'en viens en fait à ce fort, qui fut donc un camp pour des travailleurs forcés contraints de construire notamment la base sous-marine de Brest. Donc ils n'étaient pas dans le fort, ils étaient dans les douves. On voit ici, dans les douves. Ils sont là. Voilà, le fort, en fait, il est composé d'une première muraille, c'est celle qu'on voit quand on est dans le fort. Une deuxième muraille que l'on voit moins bien, qui est vraiment à l'extérieur, qu'on appelle une contre-escarpe. Et au milieu, vous avez, selon le principe de Vauban, qui est d'avoir toujours un espace libre pour voir s'il y a un ennemi qui arrive, eh bien, ce fossé avait évidemment cette vocation-là. Voilà, le fossé qui fait donc tout le tour de la structure. Et c'est là qu'a priori était établi le camp. Donc voici le fort à la fin de la guerre. On voit que c'est complètement pilonné, hein. Ça a été totalement détruit. Donc on reconnaît quand même ici le bâtiment qui est là,
et donc un énorme trou dans cette aile-là, qui a été ensuite déconstruite dans les années 50 pour laisser place aux deux blocos qui sont donc français, qui étaient surmontés d'un radar de surveillance aérienne et qui étaient destinés à prévenir toute intrusion soviétique sur le territoire français. Ici, c'est une autre photo datant de la même période. Donc nous sommes ici. Hein. Oui. On ne voit pas ce montrer. Non, on ne voit pas. On voit pas le truc. On ne voit pas, pardon. Alors, on est ici, là. Là, le bout du micro. Oui. On est là. Ah, je croyais qu'on voyait mon curseur. Je suis désolée. Donc, vous pouvez voir aussi pardon. Vous pouvez voir en haut de la photo, dans la douve, une espèce de baraquement. Vous voyez? Oui. Oui. Donc on suppose que ce sont des bâtiments qui ont hébergé notamment des travailleurs français. D'accord. Mais on n'a aucune certitude. Hein, parce que les archives, il y en a peu. Là, ce sont deux autres photos. Donc, celle d'en haut, c'est la façade Seine-Ouest, en fait. Hein, on voit. La petite voie express qui passe devant Thalès, elle est juste là. Et là aussi, on voit le bout de ce bâtiment. On le voit aussi ici. Oui. Là est la cour du fort et l'entrée. Et le bâtiment est là. Ouais. On suppose que ce sont des vestiges donc, de la période du camp de travail. Voilà, je n'ai pas plus à vous montrer. Philippe Lannes, lui, dont la famille est depuis longtemps implantée au Corsic, et qui est là. Il est où, Oui, bonjour. Alors, je suis Philippe Delanne. Je viens de créer une association pour la remise en valeur du patrimoine et je suis associé forcément à Montbarré puisque on va mettre en avant tout ce qui est défense de l'Auban et étant issu de 6 générations sur le secteur ici, j'ai quelques informations à vous donner. Sachant que le premier camp de l'Espagnol républicain a d'abord été installé sur une parcelle qui appartenait à d'Eurodelec du Corsic, qui avait sur cette zone ici un manoir qui a été rasé par les Allemands et duquel il ne subsiste qu'une petite ferme, mais on voit quand même le sigle d'Eurodelec du Corsic avec deux flèches plantées vers le bas et qui date de 1615. Donc à cet emplacement-là, et je viens d'avoir le propriétaire actuel du terrain, qui est également propriétaire de la chapelle et propriétaire des terrains de la famille d'Eurodelec, ouvrira pour un temps l'espace à des gens qui viendront voir où était implanté le camp. Je crois que ce sont des élèves qui vont venir avec un groupe et qui pourront ainsi, par cheminement, découvrir les différents points que nous avons mis en avant sur le secteur de la pointe du Corsic. Parce que vous voyez ici se trouve la pointe du Corsic qui est la partie du boulet qui est la plus étroite. Là vous avez la presqu'île de Crozon, ici vous avez la pointe du Corsic et entre les deux il y a 1,8 km. C'est la partie la plus étroite, donc c'est la porte d'entrée de la rade de l'Ouest. Et les Allemands avaient obligé les travailleurs, dont les républicains espagnols, à mettre en place ici ce qu'on appelle la base sous-marine, où étaient
installé les U-boats. Les U-boats, c'était de très petits sous-marins qui ont fait une catastrophe au niveau maritime. Et donc, c'était leur emplacement. Voilà. Que vous dire sinon? Mais peut-être juste une petite anecdote. Ici, vous avez la pointe des Espagnols. Et si ça s'appelle la pointe des Espagnols, c'est parce que une vingtaine de bateaux espagnols sont venus faire le blocus de Brest. L'arsenal n'existait pas, c'était en 1600 des boîtes. Et toujours est-il qu'ils se sont installés sur la presqu'île de Crozon et que la marine française avait réussi à les déloger en faisant dans les rangs de la marine française 3000 morts. Et tout le stationnement des Espagnols a été éradiqué. Suite à ça, la réflexion est venue d'installer véritablement le port de guerre de Brest. Et Vauban a assuré la défense de chaque côté du boulet. On dénombre entre 5 et 6 forts de chaque côté du boulet, avec des tirs croisés, certains au ras de l'eau, d'autres en surplomb, parce qu'à l'époque les bateaux étaient en bois. Donc ceux qui étaient au ras de l'eau, c'était pour percer les coques, et ceux qui étaient en surplomb, c'était pour brûler les voiles. Et vous aviez ici, au niveau de la pointe du Corsic, ce qu'on appelait la batterie haute, qui permettait de tirer jusqu'à la pointe des Espagnols. Voilà, j'ai terminé. Alors, j'ai peut-être oublié de vous préciser que le fort de Montboré est lent. D'accord. Et que c'était une ceinture de forts que l'on voit avec, pour éviter que, comme disait la présidente, les Anglais ne puissent envahir Brest en débarquant sur les plages des Blancs-Sablons. Voilà. Et donc c'était impossible de venir sur Brest par la mer. D'ailleurs, Brest n'a jamais été pris par la mer. Par la terre, ça compte pas. En Charente-Maritime, il y a aussi la pointe des Espagnols. Oui. À côté de Royan. Mais les Espagnols n'ont pas toujours été nos amis. Maintenant, ça a bien changé. Ce que je sais, c'est que la fleur espagnole a été donnée en hommage aux combattants, 200 combattants pour l'Espagne, qui avaient l'ordre de 20 pour mourir, et qui ont fait une résistance acharnée sur la presqu'île contre le troupes du roi, français. Et qu'au dernier moment, je crois que c'est Kevin Aguila qui a pris un bateau pour aller rapporter au roi d'Espagne ce qui s'est passé, et arrivé à Madrid, le roi avait dit: je t'avais dit 20 pour mourir. Tu n'as pas vaincu, tu mourras. Ils ont été exécutés. Et donc, en hommage au courage, parce que jamais, moi, le monde à l'ennemi, quand on est préhistoire, c'est en hommage au courage, et je crois que c'est en 1594, que cette pointe est nommée au nom de ces combattants espagnols. Donc, le courage espagnol, je pense que nous, on doit savoir ce que c'est. Voilà, donc merci beaucoup à tous pour ces explications. Vous m'entendez? Ah mais j'ai ça normalement. Vous m'entendez, non? Pas très. Oui. Plus fort, peut-être plus fort. Non, ça va? Non. Bonsoir à tous. Vous comprenez bien que c'est avec beaucoup d'émotion que nous nous retrouvons ici ce soir. Émotion parce que nous sommes dans un lieu chargé de mémoire, de la mémoire finistérienne, mais aussi de la mémoire espagnole, puisque des centaines et des centaines de républicains espagnols ont été cantonnés ici pendant l'occupation, alors qu'ils étaient comme travailleurs forcés, contraints de construire la base sous-marine. C'est donc un honneur vraiment très particulier pour Merle-Valneuve que de pouvoir célébrer ces 10 ans dans ce lieu aussi mythique. Alors je vais essayer de vous présenter ce qu'ont été ces 10 ans, pas tellement par les mots,
mais surtout par des images et des photos, parce que je crois que ça parle beaucoup plus. Alors, ce que je voudrais commencer par vous montrer, c'est ce que j'appellerais presque l'acte officiel de naissance de Mère 29. C'est le premier article qui paraît dans la presse nous concernant. Il paraît dans Ouest France le 26 mai 2012. La photo qui est ici vous montre les quatre membres du bureau. Donc Gabrielle Garcia, notre présidente fondatrice, Marc Salmon à droite et lui côté gauche et au centre. Je pense que ce sont deux personnes que beaucoup de vous connaissez. Quelques jours auparavant ont été publiés au journal officiel les statuts de Mère 29. Et les statuts de Mère 29 définissent comme objectif pour l'association de travailler sur ce qu'a été la vie des républicains espagnols que la guerre d'Espagne a amené un jour à passer dans le Finistère, que ce soit des anciens combattants ou des civils. Et ce travail va se décliner en trois objectifs. Le premier, connaître ce vécu. Le second, le faire connaître. Et le troisième, le faire reconnaître. Pour le connaître, il nous a fallu chercher des témoignages. Il nous a fallu dépouiller les documents d'archives et lire les journaux de l'époque, les journaux locaux de l'époque. Pour atteindre les objectifs connaître et faire reconnaître, nous avons immédiatement défini trois opérations. Réaliser une exposition itinérante pour faire connaître le sujet à un public aussi large que possible. Établir avec l'Université de Bretagne occidentale des relations et apposer une plaque commémorative dans le lieu le plus emblématique de la présence des républicains espagnols dans la région brestoise, la base des sous-marins. Les 2 premières années ont été des années de labeur. Il nous a fallu d'abord nous mettre d'accord sur le contenu des panneaux de l'exposition. Ça n'a pas été toujours chose facile. Chacun ses idées et ses caractères, son caractère. Bon, mais nous avons réussi. Nous avons établi assez rapidement des relations avec l'Université de Bretagne occidentale et en particulier, bien évidemment, avec le département d'espagnol dirigé alors par Maria José Fernández Vicente. Et, disons, pour apposer la plaque commémorative, c'est certainement la chose qui a été la plus difficile, puisque la base des sous-marins est encore un territoire tenu par la Marine nationale. Donc, il nous a fallu, dans un premier temps, convaincre les autorités maritimes du rôle essentiel qu'avaient joué les républicains espagnols lors de la construction de cette base. Après 2 années de travail où il nous a fallu aussi chercher de l'argent, donc réaliser des demandes de subventions, et ces demandes auprès de la ville de Brest, du Conseil général et du Conseil régional ont été satisfaites. Et donc les objectifs, les premières opérations ont été réalisées au bout de 2 ans, 2 ans et demi. Première opération, c'est la présentation de l'exposition. La première fois qu'elle est présentée, c'est le 4 mars 2014. Vous voyez ici le carton d'invitation qui est signé par le maire de Brest. L'exposition est alors présentée à la mairie annexe de Saint-Pierre-et-Miquelon, tout près d'ici, c'est-à-dire dans un lieu qui est tout près de la base sous-marine et relativement près de ce fort Montmartre. Voici une photo de cette cérémonie. Vous reconnaissez sans doute certains des nôtres. Au fond, Pierre Maille, qui est alors président du Conseil général. À droite, Anne Friand, qui est président de l'ANAC. Et au milieu, alors disons plutôt sur le côté gauche, Paco Rabanne, qui est un des réfugiés espagnols que la guerre d'Espagne a amené ici en 1932. Le deuxième objectif atteint, c'est celui de conclure avec l'Université de Bretagne occidentale la mise sur pied d'une journée de rencontres culturelles
le 1er avril 2014. L'université s'occupe du programme de l'après-midi. Nous nous occupons du programme du matin. Et le matin, nous avons le plaisir de recevoir la personne qui est ici à gauche, qui est Jean Vaz, que certains connaissent sans doute. C'est le président d'une association mémorielle du Sud. Jean Vaz. Voilà. Troisième objectif, la position d'une plaque à la base sous-marine, donc voilà la plaque, aux républicains espagnols et à l'ensemble des travailleurs qui auraient étudié cette base de sous-marins sous la contrainte de l'occupant avec les dates, le nom de l'association et la date d'apposition. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des plus hautes autorités maritimes, comme vous le voyez ici. Vous voyez à droite Gabriel Garcia lors de son discours devant la plaque. Ici, dépôt d'une gerbe aux couleurs de la République espagnole, toujours en présence des autorités maritimes. Et puis, après la cérémonie, une rencontre très sympathique au Cercle espagnol, rencontre à laquelle sont venues les autorités maritimes. Et la personne que vous voyez au milieu, c'est Claudio Rodríguez Fer, notre président d'honneur, qui est un grand poète espagnol très impliqué dans la mémoire historique. Et qui, pour ce jour-là, avait composé un poème, Arsenal de la barbarie, poème qui sera lu tout à l'heure devant la plaque, lors de la cérémonie. Voilà. Là, ce sont les 3 premières années, les années de démarrage. Les opérations de départ ont été, pensées au départ, ont été réalisées. Gabriel Garcia, comme elle l'avait annoncé dès le départ, s'efface, se retire un peu, et nous laisse la responsabilité de l'association. Hugues va reprendre la flamme, moi-même après, et maintenant je vais vous parler de ce qu'on a fait depuis 7 ans. Voilà. Alors, exposition et conférences. C'est quelque chose que nous avons fort développé sur les 7 dernières années. Voici une photo d'une des dernières interventions. Alors vous reconnaissez la salle sans doute parce que ça s'est fait ici, devant les élèves de la section internationale du lycée Renard avec lequel nous avons des relations privilégiées. Alors pour vous donner une idée de l'importance de ces conférences, je faisais le bilan l'autre jour avant de venir. Nous nous adressons d'abord à un public de jeunes, alors essentiellement des lycéens, mais parfois des collégiens et parfois des étudiants. Et depuis nos 10 ans, si je veux dire, enfin depuis le démarrage, c'est un peu plus de 1500 jeunes qui ont écouté notre conférence. Nous nous adressons aussi à un public adulte, notamment par le biais des universités du temps libre. Et là, ce sont un peu plus de 2000 adultes qui ont entendu un jour la conférence. Alors, poursuite des relations avec l'Université de Bretagne occidentale. En 2017, un premier colloque international pour célébrer les 80 ans de l'arrivée des premiers réfugiés de la guerre d'Espagne ici, suite à la bataille du Nord et au bombardement de Guernica. Ceux qui arrivent, ce sont des civils, des femmes et des enfants. 2 années plus tard, un colloque pour les 80 ans de la Retirada et l'arrivée des civils de la Retirada. 3700 réfugiés espagnols arrivent ici dans le Finistère en 8 jours, entre le 1er et le 8 février. C'est énorme. Voilà une vue de ce second colloque, où vous voyez donc Hugues Gouraud, alors président, en train de faire vraisemblablement quelque chose qui ressemble à ce que je suis en train de faire maintenant, parce que je vois l'article derrière ça. C'est pas de me dire on a pu la refaire. Voilà. Alors, en termes d'autres activités, en termes de plaques commémoratives, eh bien, de manière tout à fait légitime, une plaque commémorative, ici même à Montbarret, lieu aussi emblématique de la présence espagnole, hein, donc plaque déposée le 27 mai ou apposée le 27 mai 2015, aux républicains espagnols contraints par l'occupant
à l'édification du mur de l'Atlantique et interné au Fort Montbarré, 1941-1944, est le nom de notre association. Alors, deux vues de cette cérémonie. À gauche, ceux qui connaissent Claudine la voient porter le drapeau de la République espagnole, qui côtoie le drapeau des tricolores des associations patriotiques françaises, et à droite, la gerbe aux couleurs de la République espagnole, déposée ce jour-là par la serre des amis des combattants d'Espagne républicaine. La stratégie de plaque commémorative ne concerne pas uniquement les anciens combattants de la guerre d'Espagne, mais également les civils. Alors, je disais tout à l'heure, 3700 civils sont arrivés en 1939. L'essentiel, comme en 1937, ont été hébergés à Pouilnec. Et donc, à Pouilnec, nous avons fait apposer aussi une plaque sur les lieux mêmes où étaient hébergés les républicains espagnols. Les civils, cette fois, femmes et enfants. Donc voilà le maire de Pouilnec, le jour de l'apposition de la plaque, faisant son discours avec son écharpe tricolore. La vue suivante, on devine la plaque au fond, et celui que vous voyez, c'est José Cor, donc pas une goutte de sang espagnol dans les veines, mais l'amour des républicains espagnols en lui, qui nous a malheureusement quittés il y a peu. Ce jour-là, nous avons malgré tout le plaisir de recevoir deux femmes espagnoles, deux sœurs, Ángel et Magdalena, qui viennent spécialement de Gijón parce que leur maman a été internée à Pouilnec. Bon, parmi les autres activités de Mer 29, la création d'un site internet qui nous permet de diffuser nos activités, de faire connaître nos activités, de parler de l'actualité et qui nous permet surtout aussi de recevoir des demandes d'information. Alors, des demandes d'information, nous en recevons très, très régulièrement. C'est en général du style je sais que mon grand-père est passé en Bretagne dans les années 40, mais je ne sais pas où, je n'ai pas de date, est-ce que vous pouvez nous aider? Alors, plutôt que de parler dans des généralités, je vais vous parler de cette gentille dame que vous voyez là, qui s'appelle Rosa. Et ça, c'est tiré de l'article. C'est un article qui a été publié dans un journal de Murcia. Le titre, histoire d'une photo, d'un portrait, une orpheline de Murcie, de la guerre civile, met un visage sur son père 81 ans plus tard. Alors, c'est Fernando qui est à côté de sa mère, là, qui un jour nous envoie un mail, qui adresse un mail, en nous disant mon grand-père, il est passé en Bretagne, est-ce que vous pouvez nous aider? Et quand c'est comme ça, nous on a Sherlock Holmes, je ne sais pas où est-ce qu'il est, Sherlock Holmes. Alors bien ici, c'est Claudine. Alors Claudine, on ne sait pas comment elle fait, mais elle arrive à se débrouiller. Et donc, Claudine, on verra tout à l'heure. Claudine, sur l'histoire de Rosa et Fernando, eh bien, elle trouve, aux archives d'Ille-et-Vilaine, une photo du papa de Rosa. Et Rosa, évidemment, est extrêmement contente. Et donc, va nous adresser en échange une photo avec Gracias Claudine. Et je peux vous dire avec beaucoup d'émotion que Fernando, le petit-fils, le fils de Rosa, il est là, et je lui donne la parole tout à l'heure. Il est venu. Ils sont venus spécialement de Barcelone. Autre activité de Mer 29, on en a parlé durant le colloque, c'est l'enregistrement de témoignages. Alors là, l'homme providentiel, c'est Pierre. Alors, là aussi, une photo d'un des derniers témoignages enregistrés, qui est celui de Bonifacio Ortego Herranz, témoignage enregistré en novembre 2021.
Et donc Bonifacio, c'est celui que vous voyez au milieu, c'était un copain du papa de Claudine, et Bonifacio, là sur la photo, enfin, disons, il a maintenant 103 ans. Et une mémoire, toujours très bonne. Autre activité de Mervin IX, ce sont des relations, disons, elles sont permises par des relations soutenues avec le cinéma d'art et d'essai de Brest, des studios. Ce sont des relations qui sont établies avec, par l'intermédiaire de Marie Le Bihan, qui est au fond là-bas, et Maria Kesmaï, et qui nous valent chaque année de pouvoir diffuser et en général animer un film pendant le festival du film de langue espagnole à Brest, un film relatif évidemment à l'exil ou à la guerre ou au problème des fosses, enfin, El Silencio de Otros, et ça, voilà. Et l'affiche qui est là, c'est un film, donc Harmonia, Franco et mon grand-père, qui avait été suivi aussi d'un débat. Autre activité, participation à des cérémonies officielles. Ça, c'est un article de journal publié en mai 2019. Grande cérémonie à, donc le 8 mai, le jour anniversaire de l'armistice, à Pinmar, parce qu'à Pinmar ont été fusillés 35 résistants, dont Antonio García Martín, le responsable du groupe Los Deportistas. Et donc ce jour-là, avec les troupes, aux côtés des 3 maires des communes de Pinmar et des 2 autres communes avoisinantes, je vais aller déposer au nom de Mervin IX une couronne de fleurs, jarre de fleurs, devant le nom de Antonio García Martín sur le monument. Voilà 3 photos de cette cérémonie. Alors Mervin IX, au-delà de ces actions collectives, je dirais, ce sont aussi parfois des actions individuelles, mais au travers desquelles Mervin IX vit. C'est par exemple Claudine, là, à gauche, qui va fleurir régulièrement la tombe d'Antonio García Martín à Sainte-Anne-d'Auray, à la nécropole nationale de Sainte-Anne-d'Auray. Alors toujours, vous voyez, un effort pour que ce soit aux couleurs de la République espagnole, hein, toujours. À droite, c'est une initiative de Daniel Pardo qui habite Pinmar et qui, en avril dernier, donc, a été, le jour même de l'anniversaire où ils ont été, disons, du jour où ils ont été fusillés, a été planté au pied du monument des fleurs aux couleurs de la République espagnole. Et qu'il le fera encore cette année. Oui, bien sûr. Autre action individuelle, c'est la publication du livre de Gabriel Garcia, dans lequel plusieurs d'entre nous ont donné leur témoignage. C'est aussi des relations étroites avec les républicains d'Aragon. Oui, de Huesca, oui. C'est l'Aragon. C'est l'Aragon, non? Si. Relations qui sont établies par Marie et Philippe. Ce sont des amoureux de l'Aragon. Et ils s'arrangent pour aller, si possible, en Aragon, pas plusieurs fois dans l'année, mais si possible, au moment du 14 avril, là où se déroulent les manifestations en faveur de l'avènement de la République. Voilà. Voilà, et bien, bon, je pourrais en rajouter encore beaucoup, moi, de l'intérêt de Marie pour les articles des articles sur les BD, de Claudine qui fait des recherches sur les bateaux asturiens qui ont ramené les Espagnols sur les côtes françaises, d'interventions radio locale ou télévision locale. Je pourrais en rajouter, mais je crois que le tableau est dressé à grands coups de pinceau, et je vous remercie. Je me permettrai de rajouter un mot. Merci à Jean, aux membres du bureau, à Claudine, mes copains depuis le début. Merci Iban, et merci à notre nouvel arrivant, Pierre Souchard, notre brillant secrétaire, qui sans lui, je crois que ce colloque aurait
pas bien démarré, pas bien fini. Merci Claude. Alors, je reprends la parole pour la redonner à deux personnes parce que depuis le début, je vous ai dit qu'on avait recherché des témoignages. Enfin, les témoignages, il n'y a rien de plus fort que ça. Et donc, on a la chance d'avoir ici deux témoignages qui vont venir de loin. Donc, je passe d'abord la parole à Andrés, qui va expliquer d'où elle vient et pourquoi son témoignage, vous allez voir, il est poignant. Elle va nous le dire en espagnol. Et voilà, ça me fera plaisir d'entendre parler espagnol dans ce fort Montbarret où nos pères ont longtemps parlé. Merci beaucoup pour m'inviter. Je voudrais parler en français avec vous, mais je n'ai pas la fluidité. Mes grands-parents, ils ont vécu en France, à Paris, à Cachan, et mon oncle aussi. Ils parlent en français un peu, mais pas avec nous. Alors avec nous, on parle toujours en catalan. Alors je vais expliquer tout, mais ça sera difficile pour moi. Alors, pardonnez-moi si je parle en espagnol en accent catalan. Mon nom c'est Àngels Ferrer. Me llamo Àngels Ferrer, soy de Vic. Soy de Vic, es una ciudad en el norte de Barcelona. Entonces soy nieta pues, de republicanos catalanes, tanto de parte paterna como de parte materna, los dos. Mi abuelo materno estuvo en el campo de Ángeles, era médico, que estuvo en la batalla del Ebro como médico en la primera, en las trincheras. Y la familia Ferrer, los paternos, pues también, pues ellos estuvieron republicanos, finalmente estuvieron en la retirada, estuvieron enterrados en San Ciprián, junto con su hijo mayor, mi tío, Esteban, mi tío Esteban. Entonces, cuando están en San Ciprián, y los logró sacar un hermano de mi abuela Conchita, que vivía en Arcachón, porque solo podía salir del campo si alguien te reclamaba. Entonces les reclamó este tío mío, Michel, que se llamaba, que ya vivía en Arcachón, y se fueron los tres a vivir en Arcachón. Entonces ahí empiezan lo que llamamos las historias de la familia, que nosotros siempre nos han contado las historias de la guerra, la familia Ferrer, de una manera, como diría yo, bastante jocosa y guasona. Es decir, mis memorias de la guerra no son traumáticas, porque nos lo contaban a la manera de, ustedes han visto la vida esbelta de Roberto Benigni, pues mis abuelos y mi tío nos contaban las historias de la guerra de esta manera. Entonces, claro, cuando me hablan de la guerra, muchas veces me tienen ganas de reír, y creo que no tiene que ser así, porque fueron cosas muy tristes y no pasaron realmente mal. Pero como nos lo contaron a los nietos, fue un poco de esta manera. La familia Ferrer, la Ballester, mi abuelo materno siempre mantuvo un silencio absoluto. Mi tío Esteban, de la única cosa que nunca hizo guasa, excepto el final que ya contaré, es cuando estuvo aquí en Brest. Él contaba que sí, que no sabemos cuánto, yo no soy historiadora, no puedo hablar de fechas, ninguna. Mi marido que es historiador sí, pero yo no. Entonces él siempre contaba que estuvo aquí en Brest, en una base submarina, que los alemanes le reclutaron para trabajos forzados, que vino aquí en Brest, que estaba en el norte de Bretaña, que hacía mucho frío, y que les metían en una especie de tubo y que iban abajo en el fondo del mar y que casi se ahogaban. Y creo que él había visto morir a gente, que no se ahogaban, y de esto habló muy poco, no hacía guasa de eso. Casi nunca. La guasa vino después porque parece que, esto lo contaban siempre, que lo que ocurrió, que estaba en este grupo de trabajadores forzados, parece que uno de los jefes nazis, de estos gerifaltes alemanes, que en la familia les llamábamos alemanots, en plan despectivo, donde siempre decía un alemanot de estos, pues me dijo un día que yo me parecía mucho a su hijo muerto. Es posible, porque mi familia eran todos así, rubios, de ojos claros y tal, pero os aseguro que no hay una gota de alemán en mi familia. O sea, nosotros somos, diríamos, no de los 8 apellidos catalanes, casi los 500 apellidos catalanes, o sea, venidos de la montaña de Montserrat por otra parte y de la otra de la plana de Vic, o sea que
alemana no, pero a él le tomaron por un alemán. Cosa que le molestaba muchísimo, porque naturalmente él odiaba a los alemanes. Entonces, el gerifalde este le pone en una oficina, en su oficina, porque le recordaba a su hijo. Y él, como odiaba eso y no le gustaba nada, se escapó. Parece que pudo escaparse, pero antes de escaparse, parece que había unas fotografías ahí de gerifaldes alemanes. Él era pintor, dibujante y escritor, era un bohemio, artista bohemio y tal. Entonces no se le ocurrió otra cosa que ir pintando bigotitos de Hitler en las fotografías que había de los gerifaldes alemanes. Y además jefes o gerifaldes, no sé cómo les llamaba, él los llamaba, me cayó la palabra en catalán porque no es ofensiva. Entonces, lo que realmente luego hizo dibujos también de estos jefes suyos alemanes, siempre con los bigotitos de Hitler, ahí y se largó, y se escapó, dejó todo allí. Y ahí perdemos todas las trazas, o sea, no sabemos exactamente qué hizo. Desde Brest, parece que sí, que se fue al sur de Francia otra vez, se fue hacia Perpiñón. Y ahí, gracias a Claudine, que nos ha encontrado un documento, es normal, que ponía a Libby Gassot, se pronuncia así, Gassot, que estuvo en el Gassot Libby como agente de la resistencia francesa. Y él estuvo colaborando con la resistencia durante bastantes años. Era muy fluido en idiomas, hablaba patuá también, hablaba catalán, castellano, patuá y francés muy bien. Y luego sí, estuvo actuando con la resistencia francesa. Y ahí, no sé si contarlo o no, pero empiezan historias jocosas también, donde el límite entre realidad y ficción a veces queda un poco así, no muy claro, ¿no? Y ahora cuento historias que nos contaban en la familia, que nosotros nos reíamos mucho y que eran muy serias, pero lo siento porque aquí el personal es muy serio, y todos, es verdad, y todos ustedes tienen historias muy tristes. La nuestra también, pero yo es como me la contaron, ¿qué quieren que les diga? Por ejemplo, cuando decíamos un día de estos, en estas reuniones, que si los trabajadores forzosos aquí en Brest eran voluntarios o no. Les aseguro que mi tío no era voluntario, porque su prioridad de la vida nunca fue trabajar. Pero siempre murió muy feliz a los 84 años, fumando como un carretero, pero murió muy feliz. Pero quiero decir que forzoso no, o sea, voluntario seguro que no. O sea que ahí le metieron ahí el pobre y no habló nunca de ello, debía ser muy duro. Que él no hablara de ello, debía ser espantoso, porque si no hablaba mucho. Bueno, historias de la guerra que oía en la familia, pues por ejemplo que ya en Francia, con la resistencia, ¿no? Que hacían marchas de noche y él era muy dormilón. Y entonces cuando marchaban, iban marchando y se dormían. Entonces él podía andar dormido. Pero a veces cuando había una curva, pues no lo hacía, iba recto. Le tenían que coger, Esteban, despierta, porque esto, o sea, hay cosas que cuentan, que luego la que cuentan, que siempre pensábamos que realmente era mentira, pero luego resultó que es verdad, porque los de la resistencia, no sé quiénes, le condecoraron, le pusieron una medalla, incluso la tenía, yo la vi, incluso con una pensión, que en Cataluña le permitió incluso comprarse una casilla, cosas de estas. Entonces recuerdo, él le explicaba que estaba en una trinchera, en plena guerra, no sé dónde, ahí no me pregunten, porque o sí lo dijo, yo no me acuerdo, que la familia no ha podido recordarlo. Pues estaba en la trinchera y le dijeron, oye, Esteban, hoy te toca a ti la guardia. Y él dice, a mí la guardia, Dios, pues sí, pues me toca la guardia. Le toca la guardia y naturalmente, como siempre, se durmió. Porque yo no he visto guardia, la que no se durmiera, a la primera cuando todos los demás dormían. Si vosotros duermen, porque yo no. Entonces, resulta que de repente, dice que se despierta y ve encima de la trinchera, ve cuatro caras, cuando se asusta mucho empieza a lanzar granadas. Pero eran alemanes, mató a no sé cuántos. Entonces le condecoraron por esto, y él pasó por un héroe. Yo, héroe. Mira, pero si hubieran sido mis compañeros, pues les habría tocado a ellos. O sea, esto es lo que siempre contaba. Él lo contaba de esta manera, no yo, héroe, nunca. ¿Es verdad o no que si hubieran sido sus compañeros habría lanzado la granada o no? Porque luego más tarde decía,
Bueno, es que tenía una cara de alemanes, tenía una cara de alemanes. Después, más tarde sí que luego empezaba a decir, ya tenía cara de alemanes. Ya. Claro, o sea, son cosas que se contaban así de la guerra. Solo para contar esto luego. A ver, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se termina la Guerra Mundial, yo sé que con otro tío mío, sí que pasaban gente por la frontera, pasaban gente. Y él era uno, como el tío Paquito, que le llamábamos, que también pasaba gente por la frontera. O sea que nada más, la historia, estas historias nos las contaban así en un plan muy jocoso, pero luego lo de la trinchera debió ser verdad, porque realmente le contaban que era un héroe, y él se reía un montón. Yo nunca en mi vida he sido un héroe, yo en mi vida, pero si yo estuve ahí, porque bueno, porque estuve ahí, además ya había sido de los de la Quinta del Biberón, por tanto. Dice, ¿cómo podemos tener experiencia? Contábamos de la Quinta del Biberón, que nunca en la vida nos habíamos pedido que era una pistola, y luego nos meten ya a la Segunda Guerra Mundial, éramos gente sin experiencia, sin nada, pero es lo que tocaba, más o menos se lo tomaba. Luego escribió, se dio a escribir, pudo volver a Cataluña en los años, creo que llegó antes del anterior, en el 58, yo había nacido, 60, 61, volvió a Cataluña, entra por la Junquera, le detienen, le meten en Figueras, le torturan, le torturaron tanto que le iba la sangre. Entonces mi padre le fue a buscar y le vio completamente, bueno, estaba herido, le sacaron porque estaba herido al hospital y luego ya le soltaron y nunca se metieron con él, aunque luego cuando vino la transición, pues, naturalmente se metió en política, se metió en la Esquerra Republicana porque era el partido de la familia, de toda la vida, y cuando decías, ¿qué? ¿Cómo ves esto de la transición? Siempre decíamos, vamos, si vamos a hacer política, claro que sí, claro, pero en Esquerra nos lo pasamos muy bien, porque realmente nos comemos las monchetas en butifarra, que son o sea, que lo único que sacabas de ello es las monchetas en butifarra. En España nos comías con un plato catalán muy típico, cuando él hizo política con Esquerra, pero de esta manera, a su manera, digamos, ¿no? Y llegamos, ya sabemos dónde nos llevamos, ya me cayó. Alors, juste encore 3 minutes. Est-ce que Claudine peut venir ici aussi? Claudine, Pierre, si la technique te permet, non, ne te permet pas, parce que je vais donner la parole à Alfredo. Alfredo, si tu veux bien t'approcher. Donc. En primer, la première satisfaction, c'est donner une abrazada, una abrazada a Claudine. J'ai fait 3 ans que j'ai parlé avec l'ordinateur. Qu'est-ce que c'est, Claudine? Pero puedes hablar en español. Y ahora, pues, quiero públicamente darle las gracias por todo el trabajo que ha hecho para poder llevar hoy yo aquí este retraso. Me ha gustado la intervención de la compañera porque lo ha hecho con mucho desparpajo. Desparpajo quiere decir con soltura y alegría. La historia de mi madre es una historia muy triste. Yo os quiero intentar transmitir qué sentimiento teníamos en la familia. Pensar en una persona de 82 años, 82, mamá, ¿tú no sabes quién fue tu padre? ¿No tienes un recuerdo de tu padre? ¿No tienes una fotografía de tu padre? No. ¿De dónde era tu padre? No sé. O sea, es un hombre que desapareció completamente en el año 1939, febrero de 1939,
cuando las tropas de Franco entraban en Barcelona. Mi abuela, su mujer, estaba esperando un bebé. Ese bebé era mi madre, que nació en agosto de 1939. No conocía a su padre. Ese hombre marchó, traspasó la Junquera y desapareció de la mente de todos. La abuela murió 4 años después. Mi madre quedó huérfana del padre. Bueno, el padre no sabíamos dónde estaba. Y así fue como, un poquito antes de la pandemia, ¿y dónde está este hombre? ¿Y qué fue de este hombre? ¿Y por qué se va a ir mi madre de este mundo si no conocer cómo era físicamente, conocer su destino? ¿Cuál fue? Esa es la investigación que me duró 2 años, el poder encontrar todos esos pasos. Gracias a Claudine, gracias a muchas asociaciones que hoy por hoy son las asociaciones las que nos ayudan a encontrar los rastros y los pasos de los que se perdieron cuando pasaron esa frontera. Igual que hoy está pasando actualmente. Todos ellos ya lo pasaron. Sin papeles, desorganizados. ¿Dónde estaba ese hombre? ¿Qué le pasó a ese hombre? La memoria de una persona, 81 años pensando en ese hombre. ¿Quién era? ¿Dónde? Ni España. Bueno, el primer sitio que pensé en buscar en España. Claudine, sí. Ahora con Google, que lo sabe todo, y nada, de Vicente, aquí está Vicente. De España no hay ni una información directa de los que atravesaron esa frontera. Lo puedo decir así. Bueno, dijeron, si no hay nada en España, me decían, puede que haya algo en Francia, pues claro, si cruzó la frontera, algo habría de él. Buscando, bueno, ha salido un pequeño papel en Argelès, bueno, pero era muy testimonial. ¿Dónde he nacido? A ver, ya tenemos dónde he nacido. He nacido en Lejín. En Lejín, en Murcia. Ah, estupendo. Bueno, estupendo. Tú con Google, que lo sabe todo, ¿eh? Lejín, Murcia. No existe. Ah, ¿de dónde es este hombre? Bueno, al menos la fecha de... Bueno, en Lejín, yo entendí que habían cruzado esa frontera muchísimas personas, que el funcionario francés que anotó aquello. Claro, yo soy de Lejín. Aquí puso, pues de Lejín. Bueno, y ahí buscando Lejín, claro, porque si hubiéramos tenido el pueblo donde nació, ya teníamos una pista, pero no era posible. Bueno, y a partir de aquí no tenemos nada más. Tenemos un recorrido que hace de campo en campo, eso sí que lo viene, de campo en campo. El primer campo, Bram, segundo campo, Argelès, tal. Pero hay una pista que ya me desconcierta. Salió a la zona ocupada en 1941. Sobre la zona ocupada, y después no estaban ocupados. No, hay que estudiar historia, hay que saber qué era la zona ocupada. Bueno, pues salió al norte de Francia. ¿Y qué va a hacer ahí? Claro, había que buscar, el norte de Francia es muy grande. Así. Me dejé la lista buscando listas y listas, y apareció una lista que decía deportados desde Compiègne a Dachau. Había 100 vagones de tren con 100 deportados en cada uno. 10.000 personas. Y hay una lista con esos nombres. Pero bueno, empezaré por aquí. Había el nombre de mi abuelo. Estaba en el mismo tren que mi padre. Exactamente, porque esa es otra. Esta gran historia ha dado a conocer que yo he conocido a los compañeros de viaje de mi abuelo, no solo a mi abuelo, sino a los compañeros de viaje.
Detención en París, detención en París y último domicilio en Rennes. Ah, bien. Esto está aquí al lado. Esto ya está más fácil. Pero yo no conozco a nadie en Rennes. Tendré que buscaba la solidaridad y la comprensión de alguien. Digo, pues esto solo lo pueden hacer los hijos o los nietos de los republicanos españoles. Y ahí fue cuando encontré a Mer Valder, que no son los hijos de los republicanos. Y contesté, Claudine, estoy buscando esto, vosotros me podéis ayudar, me podéis. Y sí que me pudisteis ayudar. Sí, porque yo estaba, desaparecido. Digo, y sí, Claudine hizo un trabajo excepcional con el archivo departamental, me imagino que sería. Mira, Claudine, no queremos, si te digo la verdad, lo que quería era una foto. Porque claro, la foto era el espacio físico que mi madre iba a hacer, ¿no? Más que la historia, que yo le decía a mi madre, es que tu padre ha muerto en un campo de concentración. No era, sí, a lo mejor para mí sí, pero para ella no. Buscábamos esto. Y Claudine buscó esto. Y un día de agosto, Alfredo, he encontrado esto. Ponía archivo foto Vicente. ¿Tú sabes la sensación que tuve yo sentado en un ordenador y picar en un botón? ¿Sí? ¡Oh! La foto de Vicente, la foto de mi abuelo estaba ahí, Claudine. Pero blanco y negro. En blanco y negro. Yo a mi madre no le quería dar el susto de verlo en blanco y negro. Y me permití decir, por lo menos que lo vea en color, que lo vea con viveza, que lo vea con alegría, que lo vea con... Y por eso fue. La sensación de mi madre, os la podéis imaginar. De no creerse nada de lo que ¿qué me estáis contando 82 años después? Si yo ya 82 años encontrar esa fotografía. Amigo, pero no va aquí la historia. Eso empezamos a tirar del hilo. ¡Oh! Tenía hermanos. Tenía hermanos de su edad. ¡Oh! Tus hermanos tenían hijos. Estos hijos tienen la edad de mi madre. Ahora ya sabíamos que era Fejí. Bueno, ya como constatamos con los mismos que no quieren dar sus filiaciones y sus casas y dónde viven. Bueno, ahí empezó otro trabajo de buscar. ¿A qué? Ahora. Importante era la foto, pero importante también era la familia. Esa familia, encontrar, decirles que sabían. Y al final lo encontramos a la familia. Fue todo muy emocionante. Alfredo, estamos en Cejín, en la Plaza Mayor. Ella tiene que andar esos 50 metros desde donde dejes el coche hasta allí, hasta la plaza, porque estaremos los 40 descendientes de los 5 hermanos que tenía Vicente. Y allí lo estaremos esperando, con una gran pancarta que diga: Rosita, bienvenida al pueblo de tu padre. Y allí estaban todos, con una emoción irrepetible. No, Mérez 29, no solo haber recuperado una foto, haber recuperado una familia entera. No se lo creía. Alfredo, ¿qué nos estás contando? Sabíamos la historia de Vicente, que Vicente fue a despedirse. Vicente fue a despedirse de ellos. Sabíamos de un tío que había marchado cuando la guerra, pero ya no supimos nunca más de él, ni supimos si tenía hijos, si no tenía hijos. Y ahora entra ella, para nosotros era religioso, era un milagro. Aquí era un milagro. Ya están reconocidos. Eso os estoy hablando de hace 2 años. No pensé que os estoy hablando de eso. Estoy hablando de hace 2 años. Y ahora tenemos ya esa relación familiar como si nos hubiéramos conocido toda la vida. Es increíble ese nexo de unión. ¿Cómo se ha podido realizar la vida? Todo a partir de encontrar datos, encontrar
toda esa situación, había mucho que buscar, y pequeñas cosas, y pequeñas cositas, pequeños detalles, también que ir teniendo para ir sacando toda esa información. Yo os hablaría toda la tarde de ello, pero no quiero aburrir. Creo que os he transmitido realmente cuál fue la sensación de encontrar esa fotografía y después tirando, encontrar toda la familia. Y hoy por hoy, pues, hemos cerrado esa puerta, esa ventana está cerrada. ¿Quién ha visto que ha cerrado esa puerta? Pues mis hijos. Mis hijos han visto cómo he cerrado esa puerta. Y mis hijos sabrán qué es lo que hay que hacer el día de mañana. Y si alguien le pregunta, hay que seguir este ejemplo. Las ventanas no pueden quedar abiertas de por vida y marcharte sin cerrar esa puerta. Y ya hemos cerrado esa ventana. Sabemos qué pasó. Sabemos qué es lo que no debe hacerse. Y ahora esa familia descansa. Murcia, nosotros, él, quien sea. Ahora ya sabemos dónde está. Que por cierto tenemos que ir a Dachau, porque no nos han dejado todavía ir a Dachau, entre pandemias y que menos que ir a Dachau a rendir un pequeño homenaje. Y eso es lo que todavía nos queda pendiente. Pero bueno, primero hemos querido pasar por la Bretaña y saludaros a todos, daros las gracias a todos. Es importante, no sabéis lo importante que es, es que el espíritu republicano no decaiga nunca. Y acordaros siempre, ¡salud y viva la República! ¡Viva! A los aniversarios de un regalito. Son niños, entonces, sí, a ver. Como está aquí toda la familia de un librero anticuario de Barcelona tenía un libro de 1963. Está en francés. Yo quiero haceros entrega de esta obra. Yo creo que es una obra excepcional, en original, y esto es para del 29 para todos, para que podáis consultar. Está en francés, es un editor francés, 1963, y es una historia que habla de todas las batallas de la Normandía, de las Bretañas, pues todo, que quede en posición para todos. Os iba a traer chuchería aquí. Muchísimas gracias. Que quand ils sont mon père est sorti du camp d'Argelès. Mon grand-père est sorti du camp d'Argelès. Il est venu ici dans le Finistère. Il est venu à Guilherme, dans le camp de Keroual. Et après, je crois que c'est en septembre 41, il est parti à Rennes. Et c'est le premier, c'est à Guilherme avec ton père, non? Non. Mon père, il était à la base. Ah, il estaba à la base. Guilherme, ils sont sortis à la même fois, non? Non, il est d'Argelès, il a dit... Oui, le cadeau, tu vois. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour cette super cérémonie. Et maintenant, rendez-vous le plus vite possible devant la place pour la cérémonie vraiment officielle. Merci. Merci beaucoup. Alors,
comprenait un peu l'espagnol. Non, peut-être une idée générale, quoi. Ah oui, donc ce monsieur-là, en fait, sa mère était orpheline, elle n'a jamais connu son père, elle n'a même jamais vu une photo de lui. Et donc Claudine a trouvé une photo des archives départementales, et non seulement a trouvé une photo, mais lui après il a trouvé toute la famille. Parce que son grand-père avait été à des sœurs, il a trouvé des cousins. Pero está salida.